représente Romilly-sur-Seine. Ça, c'est moi dans une petite ville de l'Aube située à 1 heure de train de Paris, au lieu du textile français, où je me rends pour mener l'enquête sur le maillot de foot alors que la Coupe du Monde bat son plein. Je vais vous raconter le jour où les marques ont décidé que le maillot de foot n'était plus destiné aux footballeurs. Sous canicule, je me suis rendu à Romilly-sur-Seine, chef-lieu du Coq Sportif, là où ils produisent les maillots, là aussi où ils les imaginent, qui est l'une d'ailleurs des maisons de sportswear les plus vieilles au monde. Cet espace, on a décidé de le dédier à l'inspiration, à la recherche, au travail. Enfin, c'est là qu'on fait nos non, pas le R&D. L'innovation créative. La première chose qu'on a fait, c'est remettre le logo qui est de retour depuis notre arrivée. Au fait, si je me retrouve ici chez le Coq Sportif, c'est parce que c'est le premier équipementier qui a accepté de répondre à mes questions. La première ambition qu'on a eue, c'est d'aller puiser dans nos archives et de sélectionner les pièces qui nous semblaient les plus pertinentes et qui pouvaient avoir une résonance, une occurrence contemporaine. En tout cas, qui pouvaient inspirer le aujourd'hui et demain. Des maillots de foot, il y en a un peu partout. Et après, on les a regroupés. Là, ce sont essentiellement des maillots liés à Saint-Étienne. Bien sûr, France. Voilà. Et ce qui est génial, c'est qu'à travers un portant comme ça, tu peux presque noter l'évolution du maillot de foot à travers les âges. Tout a évolué. Là, on était vraiment sur des cotons avec des bords côtes, des matériaux différents. Je suis en train de faire une sélection, mais bon, pas sûr que je rentre dans. Celui-là est pas mal. On va commencer par un... Voilà. Oh, waouh. Pas mal celui-là. Trop beau. Il est trop beau. Time manager, je sais pas comment il joue au foot avec ça, mais franchement, c'est... Non, mais ça, c'est pour jouer en Angleterre, ça, dans la boue. Donc c'est ici que l'inspi vient, là. Ouais, alors là, j'ai fait une board là récemment. Parce qu'en fait, il y avait trop de photos, il y avait trop de choses, il y a trop d'histoires à raconter. Bah là, par exemple, je l'ai acheté sur Vinted la semaine dernière. Ça fait Pour vraiment... le perso ou justement pour le travail? Bah perso travail. J'avoue, il y en a que je garde après pour moi. Toi aujourd'hui tu es designeuse, donc du coup tu conçois des maillots en 2026. Qu'est-ce qui diffère du coup quand tu reçois un maillot comme ça par rapport à ceux d'aujourd'hui? En fait déjà, là on est en train de faire des recherches pour retrouver toutes les mêmes matières qu'avant. Parce que je sais pas si tu vois, en fait elles sont un peu grattées à l'intérieur, brillant aussi. Donc je pense que c'est coton polyester et on n'arrive pas à les retrouver aussi un peu épaisses avec ce même toucher et on essaye vraiment de faire une recherche déjà de matière. Très vite, je me suis rendu compte que la culture du maillot au sein du Coq Sportif était immense. En parallèle et lié à l'air, enfin c'est un produit qui est extrêmement lié à l'air du temps. Enfin il a jamais été aussi lifestyle, aussi mode que cet été. Pause. Quand Pascal assure que le maillot n'a jamais été aussi mode et lifestyle que cet été, il dit vrai. Bon, vu comment la France est boostée là, je vais aller chercher le maillot Jacques Mus, déjà admirer le maillot que je porte. Je ne suis pas en France, je crois que chez vous il y en a plus, mais chez nous il y en a. Ouah, il est trop beau. Ah, j'aime trop. Une des raisons d'abord, la Coupe du Monde. Beaucoup de marques ont décidé de collaborer avec des sélections nationales pour l'événement en apposant leur esthétique sur un maillot. Je pense à Pata avec les Pays-Bas, Jacques Mus avec les Bleus ou encore Palace avec l'Angleterre. Même Travis Scott s'est prêté au jeu en réinterprétant le vestiaire foot à travers une capsule aux couleurs de plusieurs pays. Ce type de collaboration mode et foot, c'est pas inédit, Dior le fait avec le PSG. Je suis avec le chef des costumes. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Actuellement, Giorgio Armani le fait avec la Juventus. À ça, on peut ajouter Louis V qui fournit depuis cet été une garde-robe complète de voyage aux équipes nationales espagnoles jusqu'en 2030. Le tout, c'est de trouver des éléments différenciants par rapport à un paysage concurrentiel qui est énorme. Et en plus, le Coq Sportif, actuellement, n'est pas porté par les athlètes stars du football mondial, comme ça a été dans le passé. Donc là on a Tottenham et tout, moi c'est un de mes préfs qu'on va remettre dans la prochaine collection direct, c'est le premier qu'on va mettre. Ah mais c'est trop cool, donc toi ton rôle c'est de lifestyliser le maillot au final. Ouais, c'est exactement ça. Reprendre nos anciens codes pour les mettre sur du nouveau lifestyle, plus contemporain, mais toujours inspiré avec toute notre histoire qui est extraordinaire. Tout récemment, on vient de faire du Maradona. Là, c'est la version manche longue. Donc exactement pareil qu'à l'époque. 86, Coupe du Monde, Maradona. Diego Maradona setting the mood for Argentina's relaxed training sessions. Saint-Étienne, en fait, on a refait la SSE, pareil, exactement le même. En plus, à ce moment-là, il n'y avait pas besoin de sponsor, donc en plus, on est tranquille. Oui, parce que ça, c'est une vraie difficulté du coup quand on réédite des vintage, c'est que les sponsors de l'époque ne... Mais sinon, on aurait déjà fait PSG en fait. Ouais, c'est clair. Parce que je rappelle que le Coq Sportif fait PSG. Mais alors attends, toi en tant que designeuse,
Ta mission principale, c'est de faire un truc qui est beau ou aussi confort? Ouh, mais quelle question! Mais bien sûr, faut faire les deux. Si le foot, la mode et le lifestyle entretiennent aujourd'hui des liens aussi étroits, c'est parce que le maillot de football s'est progressivement imposé dans la mode depuis plusieurs années. À l'automne-hiver 2020-2021, Balenciaga proposait sa propre interprétation du maillot, sans collaboration avec un équipementier. Louis Vuitton suit la même voie sous l'impulsion de Pharrell dès son arrivée à la direction créative en 2023. Cette réappropriation contemporaine s'explique aussi par l'explosion du vintage ces dernières années, et donc bien sûr du maillot de foot. Côté chiffres, c'est compliqué de quantifier ce succès. Depuis 2018, Nike et Adidas ne communiquent quasiment plus les volumes de vente par maillot. Mais en 2025, pour vous donner une idée, le Real Madrid, c'est 3,13 millions de maillots vendus. Le début de l'étincelle, je la marquerais à peu près vers 2011. C'est monté crescendo. La validation du maillot de foot comme pièce de mode. Je parlais d'un maillot de l'équipe de France qui ressemblait volontairement à une marinière, qui pour la toute première fois, qui a fait la couverture des magazines de mode. Ici, Pascal vous parle de ce maillot. Pour la première fois, un équipementier s'inspire d'une pièce emblématique du vestiaire hors sport, la marinière, symbole de la mode française à l'international, pour la transformer en maillot de foot et en explorer la portée au-delà du terrain. À noter, les photos officielles sont réalisées par Karl Lagerfeld, alors directeur artistique de Chanel à l'époque. Lors de ce shoot, les joueurs sont mis en scène comme des mannequins, en noir et blanc, dans une esthétique éditoriale, éloignée des codes sportifs classiques. Ça a d'abord été, comme souvent dans l'histoire de la mode, ça a d'abord été validé par les plus jeunes d'entre nous. Les 14-17 ans, pour qui le foot compte énormément et pour qui les athlètes sont des véritables références sur le terrain mais aussi en dehors du terrain. Et progressivement, ça a rayonné. Donc il y a eu les créateurs de mode qui ont commencé à en mettre dans leur défilé, des leaders d'opinion, artistes, musiciens qui ont commencé à en porter dans leurs clips. Et sur scène, il y a la validation des médias mode qui viennent s'en mêler. Ça s'accélère avec les momentum de sport et surtout avec les victoires. La validation finale vient des femmes, des filles. Et à partir du moment où les jeunes filles se mettent à porter des maillots de foot, elles savent exactement le mixer dans des silhouettes beaucoup plus intéressantes que premier degré. Elles vont le rentrer dans leur jean de telle façon, porter soit trop large, soit trop court, soit crop top, soit avec une jupe, soit avec des éléments. Mais en tout cas, là, les filles vont être vont valider le fait que, ok, ça y est, c'est une pièce mode. Ah ben voilà, regarde le maillot. Ça va, voilà, et le porte. Alors, on a gagné, hein. Qu'est-ce qui justifie l'augmentation des prix des maillots? Je parle pas spécialement du coq, mais de tous les types, de tous les équipementiers. Tu sais qu'on est en fait sur les maillots dans une logique mercantile. Il faut rémunérer les clubs. On est sur des histoires de licences. Les marques, les sponsors, etc. Enfin bon, il y a un prix qui augmente au fur et à mesure. Nous, d'abord, la plupart de nos maillots sont fabriqués ici à Romilly, donc avec des coûts de fabrication qui sont forcément plus élevés que au fin fond de l'Asie. En l'espèce, on applique des marges qui sont les mêmes marges que pour les autres vêtements que l'on produit dans nos collections. Je suis bien cadré? Je tiens à dire quand même que celui-là me va parfaitement. Claude, si tu m'entends, celui-là je le veux. C'est fou, ils sont vraiment beaucoup plus lourds et épais, genre. Même sur les détails des manches, etc. Là, je suis dans le studio de la marque 3 Paradis, avec un maillot de l'équipe de France 98, gentiment prêté par mon collègue Claude. Je m'en prends pour qui? J'ai voulu rencontrer une personnalité du milieu de la mode qui a participé à faire entrer le maillot dans les défilés et à le transformer en objet lifestyle du quotidien. J'ai choisi Aymeric Tachoua, fondateur de 3 Paradis, une marque intégrée depuis 3 ans au calendrier officiel de la Fashion Week de Paris. Passionné de maillots, il contribue aujourd'hui à leur design et à leur désirabilité en dehors des terrains. J'ai quelques petites questions à lui poser sur sa passion, les designs et comment on fait des maillots en 2026 et comme on en faisait il y a 10 ans ou 20 ans. Voilà, ici c'est bon? Hop. Non, c'est parfait. Parfait. Déjà, toi, c'est quoi ton rapport au maillot en tant qu'humain, non designer? Je pense que quand j'étais enfant, c'est peut-être la première pièce que je désirais de vêtements. L'idée, c'était appartenir à une communauté. Donc, il y avait ceux qui supportaient tous le Paris Saint-Germain. Et après, il y avait ceux qui supportaient une autre équipe en Europe. Ça nous rapprochait, ça créait, ça formait des groupes. Un des premiers objets qui connectait les gens entre eux. Le maillot, c'est comme un artefact du passé. C'est comme une trace, en fait. Moi, quand je pense à Opel, quand je pense à Thompson, ça me rappelle une époque. Ça me rappelle pas forcément un match. Ça me rappelle une certaine ambiance. Ça me rappelle des conversations. L'appartement de ma grand-mère où on habite,
j'habitais, donc ça me rappelle toutes ces choses-là qui sont pas forcément liées au foot. Du coup, toi, pourquoi t'as voulu avoir ton maillot pour ta marque? Déjà, je suis un grand fan du PSG depuis tout petit. Pour moi, c'était tout à fait logique. Donc, une immense fierté aussi par rapport à mes amis, à comment on a grandi, de pouvoir apporter aussi ma pierre à l'édifice et à l'histoire du club. Tu me les présentes? Celui-là, c'est le premier. Donc, c'est celui du 11e titre. Donc, derrière, il y avait l'invitation 23 juin 2023 à 18h. C'est un maillot qui arbore 11 colombes qui s'envolent au loin pour représenter les 11 titres du Paris Saint-Germain. Celui-là, c'est le maillot du 12e titre. Et ça représente en fait l'universalisme. Cette idée que le Paris Saint-Germain, c'est vraiment le club de tout un peuple. On a des mains de toutes les couleurs qui célèbrent avec le chiffre 12 qui est fait avec les doigts ici. Et après, celui-là qu'on a fait avec le Paris Saint-Germain, c'était la ville de Paris, avec les symboles forts qui sont l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel, avec toujours cette colombe. C'est le jour et la nuit en termes d'épaisseur, en termes de tissu. Super agréable. Sur celui-là de 2014, oui. Il y a 12 ans d'écart. Quelles sont les différences entre ceux que tu as créés du coup cette saison et celui-là en termes de matière et de coupe? Ça a évolué déjà au niveau de la texture, si vous remarquez bien, là c'est des panneaux. T'as un panneau qui est fait directement un plain stitch et t'as un autre panneau ici, c'est un genre de gros grain. Donc on peut voir que c'est des panneaux qui ont été tous cousus avec les autres. Tandis que là, les nouveaux, c'est vraiment beaucoup plus intéressant où en fait on est venu créer de la texture en tricotant directement. Donc il n'y a pas vraiment de panneau. Le seul panneau qu'il y a, c'est le devant, le derrière et les manches. Donc toutes ces textures-là qui avant auraient été faites en panneau, là sont faites directement ensemble. Donc il y a toutes ces choses-là qu'on est capable de faire maintenant grâce à la technologie et qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans le design, dans le confort et dans l'esthétisme. C'est trop intéressant ce qu'il a dit sur les manches. Au niveau des hanches, là c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à celui de 88 qui est beaucoup plus évasé et boxy, comme on dit dans le jargon. À la base, le foot, faut savoir que c'est un sport d'aristocrate. Ils jouent avec des chemises. Et la particularité, c'est que les chemises étaient en jersey pour être capable de respirer et d'absorber la transpiration. Et c'est avec le temps et la technologie qu'on a commencé à introduire des matériaux plus synthétiques qui étaient plus adéquats pour la performance. Dans les années 70, on a commencé à changer de matière. On a vu les premiers sponsors apparaître. Et dans les années 90, on a commencé à mettre les noms sur les maillots. Il y a eu tout ce star system qui s'est créé autour des joueurs. Le business du maillot de football a commencé à grandir parce qu'on s'attachait plus seulement à une équipe, on s'attachait aussi à des joueurs. On voulait tous le numéro 10 de Zidane après la finale France 98. Donc on essaie aussi d'insuffler des codes de la mode dans le maillot de foot. Mon enquête se termine chez Johan qui vient d'ouvrir Studio Noébé dans le 11e arrondissement de Paris. Un lieu hybride où la culture du beau maillot et celle du football se rencontrent pleinement. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi on n'achète plus nos maillots de foot dans les grandes enseignes, mais bien dans des concept stores. Toi, tu peux te mettre là, mais moi je crois que je vais me mettre là. Hein. Bon, pour l'occasion, j'ai sorti mon meilleur maillot. Bon, il manque une étoile maintenant, mais... La Champions League, 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League. Bon, comment tu vas, déjà? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, je suis très content d'être là. Tu te souviens du coup, c'était quoi les couleurs de ton premier maillot en entreprise? C'était le maillot de Venise, Kappa. Et pourquoi Venise? C'est assez niche quand même comme équipe de foot. C'est assez niche, je pense que ça m'a relax sur le fait de mettre un maillot en entreprise parce que le maillot était hyper beau. Venise, ça a été un des premiers clubs aussi à inspirer tous les autres sur une identité hyper craftée, sur un maillot hyper classe, il n'y avait pas de sponsor sur le maillot. Un peu comme notre Versailles à nous quoi. Bah Versailles c'est Kappa aussi, donc c'est dans la continuité du travail de Kappa sur le positionnement des clubs. Les contenus pour moi ils sont pour autant responsables que les maillots en eux-mêmes. Les shoots c'est aussi à un moment où tu te dis ah ouais bah en fait elle est trop stylée avec le maillot. Il y en a d'autres cette année, donc il y a le manche longue et le manche courte bon, qui existe aussi en manche longue hein, et lui qui existe aussi en manche courte. D'un point de vue général en fait quand tu commences à mettre le maillot de Venise ou de Versailles, il y a beaucoup de gens qui l'achètent sans être fan de l'équipe. Donc en fait, c'est juste la pièce en elle-même. Je passais la vidéo à essayer des maillots. Et à la fin, vous avez donné votre meilleur, dans votre préféré. Pas mal, hein? Ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est tout terrain. Ça se passe partout, quoi. Ce qui est hyper intéressant avec cette marque, c'est que il y a une inspiration qui part d'un maillot pré-match des années 2000 et il y a une réinterprétation de tous les codes qu'il y avait sur le maillot. Donc ça, c'était le logo R9 sur les Mercurial. Ils ont mis Nivelle Crack. Là, ils ont inséré leur logo au milieu du maillot du Brésil. Il y a une petite référence Phénoméno ici, qui était le surnom de Ronaldo. Derrière, sur les équipementiers, Corona, Nivelle Crack avec la typo Coca, Joga Bonito, Nivelle Crack. Enfin, c'est un peu infini. Et en fait, c'est une marque qui nous plaît beaucoup parce que c'est une marque qui est complètement lifestyle
à l'origine, mais pour autant aujourd'hui il travaille avec des clubs. En termes de ta sélection, alors c'est objectif ou c'est purement tes appétences perso? Un peu d'appétence perso par rapport au design. Il y a l'histoire qu'il y a sur le maillot et surtout un truc qui est important pour nous, c'est de proposer une originalité, dans le sens où on peut pas le retrouver en allant dans une autre grande enseigne nationale. Celui-là, c'est un maillot d'un club qui s'appelle l'AS Velasca, qui monte en 8e division italienne. Ok. C'est vraiment un club amateur. Ce maillot vous dit quelque chose? C'est normal, c'est celui que je porte au début de la vidéo. J'ai eu un vrai coup de cœur, je l'ai acheté direct. Anecdote, l'AS Velasca a été désigné il y a 10 ans comme le club le plus artistique du monde par la FIFA. Donc c'est une aquarelle qui a été réalisée par un artiste qui s'appelle Stéphane Jean et qui a été sublimée sur le maillot. Du même club, on a ces 2 maillots en tricot qui sont produits à Naples. Ça c'est le maillot pour leurs 10 ans, il y en a eu 25, c'est le maillot gardien, ils jouent avec. Ah oui d'accord. Là c'est le lifestyle qui vient sur le terrain. Et du coup c'est pas trop lourd, c'est pas trop épais? Alors les retours des joueurs c'est que ça va. Okay. Il y en a qui jouent sans rien en dessous, il y en a qui jouent avec des t-shirts techniques en dessous. Là il est totalement fashion ce maillot. Il est fashion et bon évidemment quand t'es dans des petites divisions t'as plus de liberté pour porter des maillots comme ça en match. Bonjour. Et on va devoir faire un unboxing. Unboxing en direct. Donc ça en fait, je sais pas si tu suis un petit peu les actus de Big Flow Oli. Ils ont lancé une marque qui s'appelle Visionnaire et ils ont fait des maillots pour la Coupe du Monde. Je suis trop content parce que on est le seul lieu physique à les distribuer à Paris. Donc ils ont fait France, Sénégal, donc ça c'est parfait. Ce qu'on appelle un bon timing. Un bon timing. L'évolution des prix elle est assez forte et ça amène un petit peu la question des faux maillots. Nous dans la boutique on a des maillots là qui coûtent 55 € et des maillots qui coûtent 110 €. Ça dépend de la version pro, la version fan. Il y a un peu de justification quand même parfois derrière le prix des maillots. L'anecdote c'est que je cherchais pour ce tournage des maillots vintage pour voir justement l'évolution des coupes, des matières, etc. J'ai demandé à des collègues qui avaient des maillots et en fait tous ont quasi que des faux maillots. C'est assez fou comme pièce parce que tu peux reconnaître l'année, tu peux savoir si c'est du vrai ou du faux, tu peux voir les technologies qu'il y avait avant et qu'il n'y a pas aujourd'hui, mais sur des très petites échelles, genre en mode 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et même sur le faux, je pense que le faux d'il y a 10 ans n'est pas le faux d'aujourd'hui. Non, les faux aujourd'hui et les faux d'il y a 10 ans, mais ça n'a rien à voir. Avant, ils se prenaient pas la tête sur les faux. Là, aujourd'hui, un faux, faut bien le regarder. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, cette question du faux aussi, elle est intéressante sur les maillots vintage. Nous, on n'est pas spécialisé là-dedans parce que c'est aussi, on se sentait pas d'authentifier des maillots de l'époque. Et tu vois, des boutiques comme Line Up ou Vintage Foot Shirt qui ont organisé un événement il y a pas longtemps pour éphémère. C'est fort de pouvoir donner la garantie d'un maillot d'une certaine époque qu'il est authentique. Nous, on dissocie le vintage pur, d'occasion ou neuf, mais de l'époque, genre line-up, à du moderne inspiré du vintage. Et c'est là, tu vois un peu la différence, parce que là, sur le pull de Ronaldinho ou de Maradona, là, t'es sur du neuf et du moderne sur les rééditions, mais c'est des inspirations vintage. Pull Ronaldinho imprimé, ça c'est Saturdays Football, la marque qui fait ça. Et on a Maradona quelque part ici, C'est joli, hein. Donc c'est des belles pièces. Mais tu vois, ça pour nous, c'est du rétro. Quand t'as un pull de Maradona, tu vends de l'émotion et de la nostalgie. C'est juste que tu le vends à travers une pièce qui est moderne. Je commence à me créer une nouvelle passion de maillot. Hein. Celui-là, il est beau. Hein. Celui-là, il est ouf. Donc celui-là, il est pour les fans ou pour les pros? Celui-là est pour les fans. Okay. Celui-là, c'est vraiment une ça, c'est un peu lourd édition. Pour... ça, faut pas trop jouer avec. Tu vois, typiquement, entre une réédition et un maillot vintage, si tu le chopes celui-là en vintage de l'époque, il va te coûter au moins 300 €. C'est 75 € la réédition. C'est intéressant parce que du coup, c'est ce qu'on parlait du coup sur l'industrie de la nostalgie, c'est trop chaud parce que t'as un maillot qui est neuf avec l'esthétique, la coupe de l'époque. C'est ça. Et donc du coup, ça te connecte beaucoup plus facilement à des audiences qui sont peut-être moins fans au point de mettre 300 €, mais en même temps un maillot stylé pour l'été avec des refs culturels qui sont cool. Stylé, très stylé. Bon, avec tout ça, j'espère qu'on l'avait compris. Le maillot, c'est bien plus que du foot aujourd'hui. C'est du lifestyle, c'est du quotidien, c'est de l'outfit. À tel point, c'est que maintenant, il a même dépassé les frontières de la mode et il joue aussi sur le terrain de la politique. Pour sa course à la présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon a imaginé sa propre version du maillot vintage. C'était Guillaume Massé. Bisous!